Elle fuyait pour sauver sa peau, persuadée d'avoir laissé le pire derrière elle. Mais elle était loin d'imaginer qui elle allait croiser sur sa route, ni ce que cet inconnu risquerait pour protéger une étrangère. Cette histoire ne parle pas seulement d'évasion. Elle parle du genre de courage qui surgit lorsqu'il ne vous reste rien d'autre que la volonté de survivre. La poussière retombait lentement sur le sentier, alors qu'Élise Ducharme tirait sur les rênes de sa monture, ralentissant la jument épuisée pour la mettre au pas. Ses mains, à vif et couvertes d'ampoules après 3 jours de chevauchée, tremblaient lorsqu'elle ajusta son chapeau usé pour s'abriter de l'implacable soleil des plaines. Nous étions en 1878, et l'immense paysage de la frontière sauvage s'étendait devant elle comme une promesse incertaine. « Encore un petit effort, belle », chuchota-t-elle à la jument en tapotant son encolure. « Nous trouverons bientôt un endroit sûr. » Les ecchymoses sur son visage commençaient à s'estomper, mais celle qui marbrait ses côtes la lançait encore à chaque respiration. 2 semaines plus tôt, son époux, Henri, était rentré ivre, une fois de plus. Cette fois, sa rage avait dépassé tout ce qu'elle avait connu auparavant. Elle avait réussi à s'échapper au cœur de la nuit, n'emportant que ce qu'elle pouvait porter et le cheval qu'il lui avait offert au début de leur mariage. Le regard d'Élise scrutait sans cesse l'horizon, cherchant le moindre signe de poursuite. Henri était un homme d'affaires influent de la région, avec des relations s'étendant à travers tout le territoire. Il ne la laisserait pas partir si facilement. Elle avait fui vers les territoires de l'Ouest, espérant se perdre dans une contrée où l'on posait peu de questions. Alors que le crépuscule approchait, Élise repéra un petit ruisseau serpentant à travers un bosquet de peupliers. Elle guida Belle dans cette direction, décidant que ce serait un endroit convenable pour le bivouac. L'eau gargouillait doucement alors qu'elle mettait pied à terre, ses jambes se dérobant presque sous son poids. « Doucement », murmura-t-elle pour elle-même, en se stabilisant contre la selle. Après s'être occupée de Belle, Élise rassembla du bois pour un feu modeste. Les flammes n'offraient qu'un piètre réconfort contre la fraîcheur grandissante et le froid plus profond de l'isolement. Elle n'avait aucune destination précise, seulement le besoin désespéré d'être loin d'Henri. Ses doigts effleurèrent machinalement l'alliance qu'elle portait toujours, une habitude dont elle ne parvenait pas à se défaire. Malgré le bruit du vent et de l'eau, le son lui parvint sans avertissement. Le craquement net d'une brindille qui n'appartenait pas au rythme naturel de la nuit. Élise se figea, sa main glissant vers le petit revolver dissimulé dans la poche de sa jupe. « Montrez-vous !» lança-t-elle, d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Une silhouette imposante émergea des ombres. L'homme se déplaçait avec une grâce délibérée, puissante, mais prenait soin de ne pas paraître menaçant. Ses longs cheveux noirs étaient tressés, et son visage buriné portait les traits fiers des peuples des plaines. Il portait un mélange de vêtements traditionnels et d'objets clairement acquis auprès des colons, témoignage d'une époque en mutation. « Votre feu est visible à des lieues à la ronde, dit-il dans un français accentué mais clair. Ce n'est pas prudent pour une femme seule. » Élise garda la main sur la crosse de son arme. « Je peux me défendre. » L'homme acquiesça, respectant la distance qu'elle imposait. « Je suis Chayton. Dans ma langue, cela signifie faucon. » Il fit un geste vers les alentours. « Cette terre est dangereuse. Bandits, bêtes sauvages. »« Êtes-vous en train de dire que vous n'êtes ni l'un ni l'autre » demanda Élise, méfiante, mais trop épuisée pour dissimuler sa vulnérabilité. L'expression de Chayton demeura solennelle. « Je retourne vers mon peuple, au nord d'ici. J'ai vu votre feu. » Il étudia son visage, remarquant les bleus qui s'effaçaient, même dans la pénombre. « Vous fuyez quelque chose. » Ce n'était pas une question, et Élise ne répondit pas. Au lieu de cela, elle demanda « Pourquoi vous arrêteriez-vous pour avertir une étrangère ? » « Mon peuple souffre parce que les autres ne voient en nous que des ennemis, pas des humains, » répondit-il. « Moi, je choisis de voir les humains. » Quelque chose dans sa dignité calme incita Élise à relâcher sa prise sur le revolver. On lui avait appris toute sa vie à craindre les Indiens. Mais l'homme qui se tenait devant elle montrait plus de respect que son propre mari n'en avait jamais eu. « Je m'appelle Élise, » finit-elle par dire. « Et oui, je fuis. » Chayton hocha la tête,
une lueur de compréhension dans les yeux. Un homme qui fait du mal à une femme n'est pas un homme. Il jeta un coup d'œil aux maigres provisions d'Élise. Le voyage est long, dangereux pour une personne seule. Je n'ai pas vraiment le choix, répliqua Élise, le poids de sa situation écrasant sa voix. Chayton pesa ses mots, puis parla avec une certitude mesurée. Mon peuple campe à 2 jours de cheval vers le nord. C'est un endroit sûr pour décider de votre prochaine route. Élise l'étudia attentivement. Chaque instinct, aiguisé par des années de vie commune avec Henri, hurlait à la prudence. Pourtant, quelque chose dans la manière directe de Chayton suggérait l'honnêteté. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-elle. « Ma sœur a fui comme vous un jour, dit-il simplement. Personne ne l'a aidée. Elle est retournée vers un mauvais mari. Aujourd'hui, elle est dans le monde des esprits. » Les mots restèrent suspendus entre eux, honnêtes et douloureux. Élise comprit alors que Chayton n'offrait pas seulement la sécurité, mais une chance d'éviter le sort de sa sœur. « Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. Chayton acquiesça, acceptant son hésitation. « Je vais bivouaquer de l'autre côté du ruisseau. Si vous décidez de venir, nous partons au lever du soleil. » Sur ce, il se retira dans l'obscurité, laissant Élise seule avec ses pensées. Cette nuit-là, le sommeil ne vint que par bribes agitées. Les rêves d'Élise étaient hantés par le visage inquisiteur d'Henri, ce sourire charmeur qui pouvait devenir cruel en un instant. Elle se réveilla avant l'aube, sa décision prise non par confiance, mais par nécessité. Alors que les premières lueurs touchaient le ciel à l'est, elle rassembla ses affaires et traversa le ruisseau. Chayton était déjà debout, s'occupant de son cheval. Il reconnut sa présence d'un signe de tête, comprenant la signification de son geste sans qu'un mot ne soit prononcé. Lorsqu'ils montèrent en selle et prirent la direction du nord, Élise ressentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Elle suivait un inconnu en territoire inexploré, mais pour la première fois depuis des années, elle choisissait sa propre voie. Le soleil matinal montait plus haut, tandis qu'Élise et Chayton chevauchaient vers le nord, leur monture maintenant une allure régulière à travers le terrain accidenté. Ils voyageaient principalement en silence, ce qui convenait parfaitement à Élise. Des années de mariage avec Henri lui avaient appris à se méfier des paroles des hommes et de la rapidité avec laquelle il pouvait passer de la gentillesse à la cruauté. De temps à autre, Chayton montrait des points de repère ou identifiait des plantes aux vertus médicinales. Sa connaissance de la terre était impressionnante, révélant une connexion profonde avec le territoire qui allait bien au-delà de la simple familiarité. « Comment parlez-vous si bien notre langue ?» finit par demander Élise lors de leur halte de midi. Chayton attacha les chevaux avant de répondre. « L'école des visages pâles, pendant 5 ans. Les missionnaires ont pris beaucoup d'enfants. » Son expression restait neutre, mais Élise devinait des souvenirs complexes derrière ces mots. « Était-ce difficile ?» hasarda-t-elle. « Ils ont essayé d'arracher l'Indien en moi, dit-il en croisant son regard. Ils n'ont pas réussi. » Il marqua une pause, puis ajouta « Mais j'ai appris des choses utiles. Les langues, la lecture, les manières de votre peuple. » Élise hocha la tête, comprenant la valeur de connaître ses adversaires. Elle avait appris à lire les humeurs d'Henri, à anticiper ce qui déclenchait sa rage. Ce savoir l'avait maintenue en vie. « Votre mari, dit Chayton avec précaution, il a du pouvoir, de l'argent. » Élise se raidit, mais répondit honnêtement. « Oui, Henri possède des commerces à travers tout le territoire. Il a des amis parmi les hommes de loi et les politiciens. » Elle fit tourner anxieusement son alliance. « Il ne me laissera pas partir facilement. » Chayton assimila cette information. « Alors nous éviterons les colonies, nous prendrons les sentiers oubliés. » Au fil de leur périple, Élise se surprit à confier davantage de son histoire. Elle raconta à Chayton sa rencontre avec Henri alors qu'elle n'avait que 18 ans. Elle évoqua son charme d'autrefois, la sécurité qu'il lui avait promise après la mort de son père, la laissant sans ressources. « La première fois qu'il a levé la main sur moi, c'était 6 mois après nos noces, dit-elle, la voix lointaine. Le lendemain, il m'a apporté des fleurs, il a pleuré et juré que cela ne se reproduirait plus jamais.
Mais c'est arrivé, déclara Chayton simplement. Oui, et c'était pire à chaque fois. La main d'Élise effleura inconsciemment ses côtes meurtries. La dernière fois, j'ai cru qu'il allait me tuer. Chayton acquiesça gravement. Il y a de nombreuses lunes, dans ma tribu, un tel homme aurait dû faire face aux conséquences de ses actes. Mais nos coutumes changent. Les lois de l'homme blanc protègent les hommes comme votre mari. À l'approche du soir, ils établirent leur campement dans une gorge abritée. Élise observait Chayton préparer un petit feu avec efficacité, ses gestes précis et rodés par l'habitude. « Vous avez parlé de votre sœur, dit-elle doucement. Qu'est-il arrivé ?» Chayton garda le silence si longtemps qu'Élise crut qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix portait le poids d'un deuil ancien. Nouna a épousé un homme d'un autre clan. Il commerçait avec les colons. Il avait amassé des richesses. Ses mains se figèrent un instant. Il s'est mis à boire le whisky des Blancs. Il est devenu cruel. Elle s'est enfuie pour revenir dans notre famille, mais le conseil tribal a décrété que les liens du mariage étaient sacrés. Elle est retournée vers lui. La mâchoire de Chayton se contracta. On l'a retrouvée morte un matin d'hiver. Il a prétendu qu'elle était tombée. Personne n'a posé de questions. Élise ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur du soir. Je suis désolé. Après cela, je suis parti pendant de longues années. J'ai servi comme éclaireur pour l'armée. J'ai appris les voies de l'homme blanc pour comprendre comment protéger mon peuple. Les yeux de Chayton reflétaient la lueur des braises. Aujourd'hui, je ne reviens que parfois pour apporter des vivres, partager ce que je sais. Votre peuple ne vous en veut pas de partir ainsi, demanda Élise. Certains comprennent, d'autres pensent que je trahis nos coutumes. Il haussa légèrement les épaules. Je marche entre deux mondes. Je n'appartiens pleinement à aucun. Cette nuit-là, allongée sous les étoiles, Élise médita sur les paroles de Chayton. Elle aussi était prise entre deux mondes. Elle n'était plus l'épouse modèle, mais elle n'était pas encore véritablement libre. Le sommeil finit par l'emporter, plus profond et plus paisible que la veille. Ils furent réveillés par le grondement lointain du tonnerre. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, promettant une tempête violente. « Il nous faut un meilleur abri », observa Chayton en levant le camp à la hâte. Mauvais endroit pour attendre la pluie. Ils chevauchèrent à vive allure pendant plusieurs heures, l'air devenant lourd d'humidité. Les muscles d'Élise la lançaient après ses journées en selle, mais elle maintenait le rythme sans une plainte. Juste au moment où les premières grosses gouttes commençaient à tomber, ils atteignirent une série de petites grottes flanquant une colline rocheuse. « Celles-ci feront l'affaire, » dit Chayton en mettant pied à terre et en guidant son cheval vers l'ouverture la plus proche. L'intérieur de la caverne était sec et étonnamment spacieux. Chayton expliqua que les groupes de chasseurs de sa tribu utilisaient ces grottes depuis des générations. Alors que la pluie redoublait d'intensité au dehors, battant la terre en nappes furieuses, Élise se sentit étrangement en sécurité dans ce refuge ancestral. « Nous sommes encore loin du campement de votre peuple ?» demanda-t-elle en essorant le bas de sa robe. « Encore une journée de cheval », répondit Chayton en arrangeant du petit bois pour un feu. « C'est ma cousine qui dirige ce groupe. Elle vous accueillera. » « Elle ?» Élise ne put dissimuler sa surprise. « Maka est une guérisseuse respectée et siège au conseil, » expliqua Chayton. « Toutes nos coutumes ne correspondent pas à ce que les Blancs imaginent. » Tandis que l'orage faisait rage à l'extérieur, ils partagèrent un repas frugal de viande séchée et de baies. La grotte se rafraîchissait et Élise se rapprocha du feu. « Vous devriez dormir, » suggéra Chayton. « Je prendrai le premier tour de garde. » Élise hésita, puis acquiesça avec gratitude. Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, elle réalisa quelque chose de surprenant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment en sécurité en présence d'un homme. Elle fut réveillée quelque temps plus tard par la main de Chayton sur son épaule. Son expression était tendue. « Des cavaliers, chuchota-t-il. 5, peut-être 6. Le cœur d'Élise fit un bond dans sa poitrine. « Henri ?» Impossible à dire. Il fouille la zone.
Chayton se déplaça silencieusement vers l'entrée de la grotte, scrutant prudemment à travers le rideau de pluie. Ils savent que quelqu'un est passé par ici. La peur, sa compagne constante ces dernières semaines, afflua dans les veines d'Élise. Henri l'avait-il traqué si rapidement, ou n'était-ce que des bandits, tout aussi dangereux? Qu'est-ce qu'on fait? Murmura-t-elle. Le visage de Chayton était résolu dans la pénombre. Nous attendons. L'orage est notre allié. S'il nous trouve... Sa main glissa vers le couteau à sa ceinture. Je ne les laisserai pas vous prendre. À cet instant, alors que le tonnerre fracassait le ciel et que des inconnus cherchaient leurs traces, Élise prit une décision. Elle retira son alliance et la posa sur une pierre près du feu. « Je ne suis plus à lui, dit-elle, sa voix trouvant une nouvelle force. Quoi qu'il arrive. » Chayton hocha la tête, une expression de profond respect traversant ses traits. Ensemble, ils attendirent dans un silence tendu tandis que la tempête grondait et que les cavaliers tournaient en rond, prédateurs cherchant leur proie dans l'obscurité grandissante. La pluie continua de tomber, alors que la nuit enveloppait complètement le paysage. Le bruit des chevaux et des voix d'hommes se rapprocha, puis s'estompa à nouveau, alors que les chercheurs dépassaient leur cachette. Élise retenait son souffle chaque fois que les bruits approchaient, ses doigts crispés sur la crosse de son petit revolver. « Ils s'éloignent » murmura finalement Chayton, après ce qui sembla être des heures. « Mais ils vont probablement camper près d'ici jusqu'à ce que l'orage passe. Trouveront-ils notre trace quand la pluie cessera » demanda Élise. « C'est possible, reconnut-il. Mais nous partirons avant l'aube. Nous prendrons un autre chemin. » Élise acquiesça, faisant confiance à sa connaissance du terrain. « Comment nous ont-ils trouvés si vite » s'interrogea-t-elle à voix haute. « J'ai été prudente. »« Votre mari a des ressources, » répondit simplement Chayton. « Il a peut-être offert une récompense. » Cette pensée fit frissonner Élise. Combien Henri était-il prêt à dépenser pour récupérer sa femme en fuite? Ce n'était pas l'amour qui le guidait. Elle avait accepté depuis longtemps qu'il ne l'aimait pas vraiment. C'était la possession, l'orgueil et le besoin de contrôle. « Nous devrions nous reposer tant que nous le pouvons, » suggéra Chayton. « Je vous réveillerai quand il sera temps de bouger. » Malgré son anxiété, l'épuisement attira Élise vers le sommeil. Cette fois, ses rêves furent peuplés de poursuites, de courses effrénées à travers des forêts sans fin, tandis que des hommes sans visage criaient son nom. Elle se réveilla en sursaut lorsque Chayton secoua doucement son épaule. « Il est temps, » chuchota-t-il. La pluie cesse. La plus infime lueur de l'aube filtrait dans la grotte. Ils se préparèrent à partir dans un silence quasi religieux, communiquant par gestes plus que par mots. Élise remarqua que Chayton avait ramassé l'alliance qu'elle avait abandonnée et l'avait placée dans une petite bourse. « Pourquoi garder ça » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Ça pourrait être utile, » expliqua-t-il. « Si nécessaire, on peut laisser une fausse piste. » Dehors, le monde était détrempé et étrangement calme après la fureur de l'orage. Chayton les guida le long d'un sentier rocailleux où leurs chevaux laisseraient peu de traces, revenant parfois sur leurs pas ou faisant des détours apparemment inutiles. « Plus lent par ici, » expliqua-t-il, « mais plus difficile à suivre. » Alors que le soleil se levait, projetant de longues ombres sur le paysage, Élise aperçut au loin les hommes qui les cherchaient. 5 cavaliers quadrillaient méthodiquement le terrain, opérant selon un schéma qui suggérait une grande expérience du pistage. « Ce n'est pas votre mari, » observa Chayton en suivant son regard. « Des hommes de main, des chasseurs de primes peut-être. Comment pouvez-vous le savoir ? À leur façon de bouger, de chercher. » Il guida son cheval derrière un affleurement rocheux. Ce sont des professionnels. Savoir qu'Henri avait engagé des professionnels pour la traquer fit courir un frisson glacé le long de l'échine d'Élise. Cela confirmait ce qu'elle avait toujours redouté. Il ne la laisserait jamais partir, pas tant qu'il aurait le souffle de vie. Ils traversèrent des terrains de plus en plus accidentés, le paysage se transformant en collines escarpées parsemées de forêts de pins. À la mi-journée, il n'y avait toujours aucun signe de leurs poursuivants. « On se dirige toujours vers les tiens ?» demanda Élise lors d'une brève halte. Chayton acquiesça. « Par une autre route, plus longue, mais plus sûre. »
Il étudia son visage avec inquiétude. « Vous êtes fatigué ?» Élise redressa les épaules, refusant de céder à l'épuisement. « Je peux continuer. » L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Chayton. « Une femme forte, comme ma mère. » Tandis qu'ils poursuivaient leur voyage, Chayton se confia davantage sur son peuple, sur la façon dont il s'était adapté à ce monde en mutation, tout en luttant pour préserver leur identité. Les siens avaient été autrefois la force dominante des plaines du Sud, des guerriers redoutés et des cavaliers émérites. Aujourd'hui, comme d'autres tribus, ils faisaient face à un avenir incertain. « Le clan de ma cousine a refusé la réserve, expliqua-t-il. Il reste caché, se déplace souvent, chasse et commerce discrètement avec quelques colons amicaux. »« Combien de temps peuvent-ils survivre ainsi » demanda Élise. « Pas éternellement, admit Chayton, l'expression grave. Mais ils choisissent la liberté tant qu'elle est possible. » Quelque chose dans ces paroles résonna profondément en Élise. N'était-ce pas exactement ce qu'elle faisait, elle aussi ? Choisir la liberté, aussi incertaine soit-elle, plutôt que la captivité dorée d'une cage. À l'approche du soir, ils atteignirent une série de crêtes escarpées. Chayton devint plus alerte, scrutant les environs avec une attention accrue. « Nous entrons sur le territoire de la tribu, expliqua-t-il. Des sentinelles surveillent ses frontières depuis des siècles. » Il ne s'était pas trompé. Ils avaient parcouru moins d'1 mille lorsqu'un sifflement retentit depuis les rochers en surplomb. Chayton répondit par un appel similaire, puis prononça plusieurs phrases dans sa langue natale. 2 jeunes hommes surgirent de positions dissimulées, arc en main. Chayton s'entretint brièvement avec eux, désignant parfois Élise d'un geste. Elle ne comprenait pas les mots, mais vit l'expression des jeunes guerriers passer de la suspicion à quelque chose qui ressemblait au respect. « Ils vont nous escorter, » expliqua Chayton en revenant en français. « Le camp a bougé depuis ma dernière visite, mais il n'est pas loin. » Les sentinelles les guidèrent à travers un dédale de cols étroits qu'Élise n'aurait jamais pu trouver seule. Alors que le crépuscule s'épaississait, ils débouchèrent dans une petite vallée abritée où une trentaine de loges étaient disposées en demi-cercle. Les enfants s'interrompirent dans leur jeu pour dévisager la nouvelle venue, tandis que les adultes observaient avec une curiosité prudente. Une femme se détacha d'un groupe près du feu central. Elle se déplaçait avec dignité, ses cheveux grisés tressés avec de petits coquillages décoratifs. Bien qu'elle dût avoir la cinquantaine, son visage portait la force et la sagesse de celle qui a survécu à d'innombrables épreuves. « Maka ?» Chayton la salua avec un respect évident. La femme l'étreignit brièvement, puis tourna son attention vers Élise. Ses yeux sombres étaient perçants, semblant voir au-delà des apparences. « Voici Élise, » dit Chayton. « Elle cherche refuge loin d'un mari violent. » Maka étudia Élise un long moment avant de parler dans un français soigné. « Toute femme qui échappe à la cruauté d'un homme possède du courage. Vous êtes la bienvenue ici jusqu'à ce que vous décidiez de votre chemin. » Le soulagement envahit Élise si intensément qu'elle se sentit momentanément étourdie. « Merci, parvint-elle à dire. »« Venez, fit Maka d'un geste. Vous devez avoir faim et être épuisé. » À l'intérieur de la loge de Maka, un petit feu dispensait chaleur et lumière. L'espace était net et organisé, des paniers tressés et des outils soigneusement rangés sur le pourtour. Maka prépara un ragoût simple, tandis que Chayton racontait leur périple et les hommes qui les poursuivaient. « Les chasseurs de primes s'aventurent rarement sur notre territoire, » affirma Maka avec confiance. « Ils nous craignent encore. » Mais elle ajouta, plus solennelle, « Toutefois, nous devons rester prudents. Votre mari semble être un homme dangereux. » Plus tard, alors qu'Élise s'installait sur une couche confortable de fourrure, l'épuisement des derniers jours la rattrapa. Pour la première fois depuis sa fuite, elle se sentit vraiment en sécurité. Les bruits rythmiques du camp, les conversations lointaines, les rires d'enfants, le chant doux d'un ancien, créèrent une berceuse qui la fit glisser dans un sommeil sans rêve. Elle fut réveillée par la lumière du soleil filtrant à travers la toile de la loge et par une odeur de cuisine. Maka était déjà levée, s'occupant du feu matinal.
Vous avez dormi profondément, observa la femme plus âgée. Votre corps a des besoins de repos. Élise s'assit, soudainement gênée par son apparence. Sa robe était tachée par le voyage, ses cheveux un enchevêtrement impossible. Remarquant son malaise, Maka sourit. Après avoir mangé, je vous montrerai où vous baignez et je vous trouverai d'autres vêtements. Ceci vous marque comme une étrangère. Où est Chayton demanda Élise en acceptant une tasse d'infusion parfumée. En réunion avec le conseil pour discuter de votre situation. L'expression de Maka devint sérieuse. Certains craignent que votre présence n'attire le danger. D'autres se souviennent de nos traditions d'hospitalité envers ceux qui sont dans le besoin. Je ne veux pas causer de problème à votre peuple, dit Élise sincèrement. Chayton plaide avec force en votre faveur, répondit Maka. Mon cousin sait juger les caractères. Après le petit déjeuner, Maka conduisit Élise vers un coude isolé du ruisseau qui coulait près du camp. Elle lui fournit un pain de savon fait d'huile végétale et une robe simple en peau de daim souple. Elle appartenait à ma fille, expliqua Maka. Elle vit avec un groupe du Nord maintenant, avec son mari. L'eau fraîche était vivifiante contre la peau d'Élise. Tandis qu'elle frottait la crasse du voyage, elle eut l'impression de nettoyer bien plus que de la simple poussière. Elle lavait son ancienne vie, sa peur, son identité d'épouse d'Henri. Lorsqu'elle revint au camp vêtue à la manière des femmes de la tribu, Élise sentit un changement dans le regard des autres. Il y eut des hochements de tête approbateurs, surtout de la part des femmes. Une vieille dame s'approcha, effleurant les ecchymoses sur le visage d'Élise avec des doigts doux, puis parla doucement dans sa langue. Elle dit « Tu as l'esprit d'une guerrière », traduisit Maka. Tout quitter pour chercher une nouvelle vie demande du courage. Pour la première fois depuis des années, Élise ressentit une fierté naissante. Elle avait survécu. Elle s'était échappée. Et malgré l'incertitude de son avenir, elle avait trouvé des alliés inattendus dans ce lieu si loin de tout ce qu'elle avait connu. Les jours s'étirèrent en une semaine, alors qu'Élise s'adaptait au rythme de vie du clan de Maka. Les femmes l'accueillirent dans leurs activités quotidiennes, la cueillette des plantes, la préparation des repas, le tannage des peaux. Bien que la barrière de la langue existât, Élise découvrit que beaucoup de choses pouvaient se dire par le geste et l'exemple. Elle travaillait dur, désireuse de contribuer plutôt que d'être un fardeau. Chayton était souvent absent, patrouillant aux frontières du territoire avec les jeunes hommes. Élise apprit de Maka qu'il partageait son temps entre le clan et son travail de guide et d'éclaireur occasionnel pour l'armée, un rôle controversé qui lui permettait d'obtenir des informations précieuses sur les mouvements militaires pouvant menacer son peuple. « Il marche sur un sentier dangereux », expliqua Maka un soir, alors qu'elles moulaient du maïs ensemble. « Certains le traitent de traître, d'autres comprennent la nécessité de ses choix. »« Il m'a sauvé la vie », dit simplement Élise. Maka hocha la tête. « Chayton porte des blessures profondes depuis le destin de sa sœur. En vous aidant, peut-être guérit-il quelque chose en lui-même. » Le 9e jour, Élise aidait plusieurs femmes à ramasser des baies lorsque Chayton revint à l'improviste, le visage grave. Il parla rapidement aux autres femmes dans leur langue, puis se tourna vers Élise. « Les chasseurs de primes ont trouvé notre territoire, dit-il sans préambule. 3 hommes posent des questions au poste de traite qui commerce avec nous. » Le sentiment de sécurité éphémère d'Élise vola en éclats. « Comment nous ont-ils pistés? Ils sont tenaces. Votre mari a dû offrir beaucoup d'argent. » La mâchoire de Chayton se serra. « Ils vous ont décrite. Ils ont montré un papier avec votre image. Un avis de recherche. » Henri avait réellement fait imprimer un avis de recherche pour sa propre femme comme pour une criminelle. L'audace de ce geste frappa Élise comme un coup physique. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle, luttant pour garder une voix stable. « Le conseil se réunit ce soir, répondit Chayton. Certains diront que vous devez partir pour protéger le clan. » Ce soir-là, alors que le conseil se rassemblait autour du feu central, Élise s'assit aux côtés de Maka, douloureusement consciente des regards furtifs jetés dans sa direction. Les délibérations se déroulaient entièrement dans la langue de la tribu, Chayton prenant la parole fréquemment et avec ferveur. « Que disent-ils » chuchota Élise à l'oreille de Maka.
Certains craignent d'attirer les problèmes de l'homme blanc sur notre peuple, traduisit doucement la vieille femme. D'autres se rappellent l'époque où nous étions plus forts, où offrir l'asile était une question d'honneur. Et Chayton, il leur rappelle que rejeter quelqu'un qui demande protection viole nos traditions les plus anciennes. Les yeux de Maka reflétaient la lueur des flammes. Il propose de vous emmener plus loin au nord, vers un clan plus important et mieux défendu. Élise observa un vieil homme se lever pour parler. Son visage buriné par le soleil et les années imposait le silence. Ses paroles, bien qu'inintelligibles pour elle, portaient le poids de l'autorité. « C'est Ahanu, notre doyen », expliqua Maka. Il dit « Les esprits des ancêtres observent comment nous traitons ceux qui implorent notre aide. Une tribu qui abandonne ses traditions pour éviter les ennuis a déjà perdu la bataille la plus importante. » Le débat se prolongea tard dans la nuit. Finalement, un consensus sembla émerger. Lorsque le conseil se dispersa, Chayton s'approcha d'Élise et de Maka. « Vous pouvez rester, informa-t-il Élise, mais nous devons être vigilants. Les sentinelles seront doublées. Personne ne s'éloigne seul. » Un flot de soulagement envahit la jeune femme. « Merci. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider à protéger le camp. » Chayton hocha la tête, avant d'ajouter d'un ton plus grave. « Mais le conseil a aussi décidé ceci. Si les chasseurs approchent de trop près, je devrais vous emmener vers le nord immédiatement. La sécurité des enfants passe avant tout. » « Je comprends, » répondit Élise. La dernière chose qu'elle souhaitait était de mettre en danger ces gens qui lui avaient témoigné tant de bonté. 3 jours passèrent sans incident. Élise commençait à espérer que les chasseurs de primes aient poursuivi leur route ailleurs. Elle apprenait quelques rudiments de leur langue auprès des enfants, qui trouvaient ces tentatives très divertissantes. Puis, à l'aube du 4e jour, des cris d'alarme résonnèrent dans le camp. Chayton apparut devant la loge de Maka, l'expression urgente. « Des cavaliers arrivent par le sud, 8 hommes, lourdement armés. » Son regard croisa celui d'Élise. « Il est temps de partir. »« Ils nous ont trouvés, » murmura Élise, la panique lui nouant la gorge. « Pas encore, » l'assura Chayton. « Nos éclaireurs les ont repérés à quelques lieues d'ici. Ils suivent une vieille piste. » Il lui tendit un petit sac. « Prenez seulement le nécessaire. Les chevaux sont prêts. » Élise se changea rapidement, enfilant sa tenue de voyage. Maka avait préparé un mélange pratique de vêtements traditionnels et de pièces qui lui permettrait de mieux se fondre dans la masse si elle croisait d'autres colons. En sortant de la loge, elle vit le camp en effervescence maîtrisé. Les femmes rassemblaient les enfants, les hommes préparaient leurs armes, les anciens dirigeaient calmement les plus jeunes vers des cachettes désignées. Maka s'approcha, pressant une petite bourse en cuir dans les mains d'Élise. « Un sac de médecine, » expliqua-t-elle, « pour la protection pendant le voyage. » Dans un élan impulsif, Élise serra la vieille femme dans ses bras. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout. »« Vivez libre !» répondit simplement Maka. C'est un remerciement suffisant. Chayton conduisit Élise vers 2 chevaux qui attendaient, déjà sellés et chargés de vivres. Alors qu'ils montaient en selle, Élise remarqua plusieurs guerriers se dirigeant vers le sud. Une diversion pour éloigner les chasseurs de primes de leur véritable route d'évasion. Ils chevauchèrent à vive allure toute la matinée, empruntant un sentier escarpé qui serpentait à travers une forêt dense vers le nord-est. Chayton imposait un rythme soutenu, ne s'arrêtant que brièvement pour ménater les montures. À la mi-journée, ils avaient traversé une rivière au courant rapide qui aiderait à brouiller leur piste. « Où allons-nous exactement ?» demanda Élise lors d'une courte pause. « D'abord à travers les terres ancestrales, » répondit Chayton. « Puis peut-être au-delà, vers les territoires miniers du Nord. Là-bas, on ne pose pas de questions si vous travaillez dur. » La perspective de tout recommencer à zéro dans une contrée inconnue était intimidante, mais Élise acquiesça. N'importe où vaudra mieux que de retourner auprès d'Henri. Ils poursuivirent leur route tout l'après-midi, le terrain devenant de plus en plus montagneux. À l'approche du soir, Chayton ralentit enfin l'allure, cherchant un endroit abrité pour établir le bivouac. Il venait de mettre pied à terre dans une petite clairière lorsque Chayton se raidit soudainement,
la main glissant vers son couteau. « Quelqu'un vient » chuchota-t-il. « Un cavalier solitaire. » Élise sortit son revolver, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'ils se mettaient tous deux à couvert derrière les chevaux. Le bruit des sabots se rapprocha, puis ralentit au pas, alors que le cavalier pénétrait dans la clairière. « N'avancez plus !» cria Élise, ajustant sa visée. Le cavalier s'arrêta, levant lentement les mains. « Madame Ducharme, Élise Ducharme !» L'homme était d'âge moyen, le visage marqué par le soleil, vêtu des habits pratiques d'un homme de la frontière. Une étoile brillait sur son gilet. « Qui demande ?» exigea Élise, sans baisser son arme. « Maréchal Elias Thorne, madame, de Fort Worth. » Il gardait ses mains bien en vue. « Je vous cherchais. » Chayton bougea légèrement, se positionnant pour charger si nécessaire. « Pourquoi, maréchal ?» demanda-t-il avec méfiance. Le regard de Thorne fit la navette entre eux. « J'ai des nouvelles que vous devez entendre, madame Ducharme, au sujet de votre mari. » La prise d'Élise se resserra sur la crosse de son revolver. « Peu importe ce qu'Henri vous a envoyé dire. Henri Ducharme est mort, madame, » l'interrompit calmement Thorne. Les mots restèrent suspendus dans l'air, incompréhensibles au premier abord. « Mort ?» répéta finalement Élise. « Comment ?»« Abattu lors d'un litige commercial il y a 3 jours. Un homme du nom de Haron a affirmé que Ducharme l'avait escroqué. » Thorne baissa lentement une main pour sortir un papier plié de sa poche. « J'ai l'avis de décès ici. » Chayton prit le papier avec précaution, l'examinant avant de le tendre à Élise. Le document officiel des autorités confirmait les dires de Thorne. Henri était bel et bien mort. « Les chasseurs de primes, dit Élise, luttant encore pour assimiler la nouvelle. Ils me traquent toujours. » Ils ne le savent probablement pas encore, expliqua Thorne. Ducharme les avait déjà payés. Ils n'ont aucune raison de s'arrêter tant que personne ne les prévient. Élise abaissa lentement son revolver, submergée par un mélange complexe d'émotions. Du soulagement, un choc et quelque chose proche du deuil. Pas pour l'homme qu'Henri était devenu, mais pour celui qu'elle avait cru connaître autrefois. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-elle. « Je ne vous cherchais pas spécifiquement, admit Thorne. Je traquais ces chasseurs de primes. Ils ont des mandats d'arrêt dans 2 territoires pour usage excessif de la force. » Il jeta un coup d'œil à Chayton. « Je les ai suivis jusqu'à la lisière du territoire indien, puis j'ai contourné. Je me suis dit que s'ils chassaient quelqu'un, cette personne se dirigeait probablement vers le nord. » Chayton étudia le maréchal attentivement. « Pourquoi l'aider ?»« Je connaissais Henri Ducharme depuis des années, dit Thorne d'un ton sombre. Je savais quel genre d'homme il était derrière les portes closes. Je ne pouvais pas le prouver, mais je le savais. » Il se tourna vers Élise. « Aucune femme ne mérite ce qu'il vous a fait subir, madame. Et maintenant qu'il n'est plus, vous êtes l'unique héritière de sa fortune en tant que veuve. » L'ironie n'échappait pas à Élise. Après avoir fui avec rien d'autre que ce qu'elle pouvait porter, elle se retrouvait désormais à la tête de la richesse considérable d'Henri. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, encore méfiante. « C'est à vous de décider, » répondit Thorne. « Vous pouvez retourner en ville, réclamer votre héritage ou... » Il jeta un regard sur la nature sauvage qui les entourait. « Vous pouvez recommencer à zéro ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous êtes une femme libre désormais. » Libre. Le mot résonna dans l'esprit d'Élise. Vraiment libre, plus seulement en fuite. Elle regarda Chayton, qui était resté silencieux, l'observant avec attention. Il avait tout risqué pour l'aider. Elle, une étrangère, parce qu'il croyait en son droit de choisir sa propre voie. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. Thorne acquiesça. C'est compréhensible. Je vais m'occuper de ces chasseurs de primes. Je les intercepterai avec la nouvelle de la mort de Ducharme. » Il toucha le bord de son chapeau. « Bonne chance à vous, madame Ducharme. Vous avez mérité la paix que vous trouverez. » Tandis que le maréchal s'éloignait à cheval, Élise et Chayton installèrent le campement en silence. Le feu crépitait entre eux alors que les étoiles émergeaient dans le ciel s'assombrissant.
Que vas-tu faire demanda finalement Chayton. Élise fixa les flammes, pesant ses options. Elle pouvait retourner réclamer les biens d'Henri et vivre confortablement. Ou elle pouvait continuer vers le nord. Peut-être utiliser juste assez de son héritage pour ouvrir un petit commerce dans un endroit où personne ne connaissait son histoire. Je ne sais pas encore, admit-elle. Mais pour la première fois, le choix m'appartient vraiment. Elle leva les yeux vers Chayton. Et toi, tu retourneras vers ton peuple ? Pour l'instant, répondit-il, ils doivent être avertis au sujet des chasseurs, même si le danger pour toi est écarté. Élise hocha la tête, comprenant son sens du devoir. Et après ça ? Chayton resta silencieux un moment, l'expression pensive dans la lueur du feu. Peut-être que je visiterai les territoires du Nord un jour, voir comment une femme de l'Ouest se débrouille dans une ville minière. Un sourire effleura les lèvres d'Élise. Le premier sourire sincère depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir. J'aimerais ça. Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, Élise sentit le poids du passé commencer à se dissiper. Henri n'avait plus aucun pouvoir sur elle, ni ses poings, ni sa rage, pas même son souvenir. Quel que soit le chemin qu'elle choisirait maintenant, ce serait le sien. Au matin, il déciderait de la direction à prendre. Mais pour ce soir, assise près de l'homme qui avait tout risqué pour défendre sa liberté, Élise Ducharme s'autorisa enfin à respirer sans peur.